Bonjour à tous et bienvenue sur ce duel pour opposer leur regard sur les faits qui ont marqué l'année 2022 qui se tend vers sa fin. Trois acteurs politiques du landerneau politique au Bénin. D'abord, Paulin Akponan, membre fondateur du parti Bloc républicain. Bonjour. Bonjour. Second invité sur ce plateau, Annick Djimadia, secrétaire permanente à la communication de l'Union progressiste Le Renouveau. Annick Djimadia, bonjour. Bonjour. C'est votre première sur les plateaux de Kaléidoscope. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Troisième invité pour porter la voix de l'opposition sur ce duel, Expérience Témé, président du Mouvement populaire de libération. Bonjour. Je rappelle que c'est votre troisième participation sur Kaléidoscope. Merci pour la fidélité chaque fois renouvelée. C'est moi. J'anime cette émission avec Anita Marcos. Anita, bonjour. Bonjour Paul Danougué, bonjour chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ma première question va aller déjà à Madame Djimadia. Vous n'êtes pas députée de l'Union progressiste de Renouveau, mais vous êtes quand même membre fondateur de ce parti en question. Alors, ma première question va aller sur l'ensemble des lois qui ont été votées par la mandature, la 8e mandature. Quelle est votre... la 8e législature, pardon. Quelle est votre appréciation générale en tant que membre de l'UPR? Oui, je vous remercie déjà de m'avoir invité pour être sur Kaléidoscope. Je pense que vous faites bien de me faire venir pour donner mon appréciation sur les faits majeurs de l'actualité, les faits qui ont marqué l'année 2022. Tout à fait. C'est vrai, je ne suis pas députée, mais je suis aspirante à la députation, puisque je suis candidate sur la liste de la 16e circonscription électorale. Et en tant que citoyenne d'abord et en tant qu'acteur politique, j'ai forcément un regard sur l'ensemble des lois qui ont été votées au Parlement. Déjà, je voudrais dire que la 8e législature est intervenue dans un contexte assez particulier. Vous savez que la 8e législature est la traduction, la première traduction de la réforme du système partisan, puisque c'est la réforme du système partisan qui donne la lecture de la 8e législature telle que ça se présente aujourd'hui. Et la 8e législature, comme je le disais tout à l'heure, est intervenue dans un contexte particulier, parce que notre pays avait un ensemble de défis à relever. Un ensemble de défis à relever, et pour répondre à ces défis, il était normal pour cette législature de poser des actes forts. Vous allez reconnaître avec moi que les lois qui ont été votées pour la plupart sont perçues dans l'opinion publique comme des lois assez difficiles. Mais on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Et pour ma part, je pense que ce sont des lois qui sont des réponses à un ensemble de préoccupations de nos populations, de nos concitoyens. Et il faut reconnaître que la plupart de ces lois ont un caractère assez social. Je ne veux pas aller tout de suite sur les détails. Vous ne le dites pas parce que vous êtes membre de l'UP et donc de la mouvance? Tout à l'heure, quand je parlais, j'ai dit d'abord en tant que citoyenne et en tant qu'acteur politique, ma lecture globale de ces lois qui ont été votées, c'est que ce sont des lois qui sont assez sociales, qui sont des réponses à un certain nombre de préoccupations au niveau des populations. Mais en tant qu'Union progressiste, en tant que membre de l'Union progressiste, parti majoritaire aujourd'hui, l'Union progressiste Le Renouveau, qui est aujourd'hui la plus grande formation politique à l'aide de la réforme du système partisan et qui est un partenaire privilégié du gouvernement puisque nous sommes un parti de la mouvance, je confirme que ce sont des lois qui sont des solutions à un ensemble d'attentes, à un ensemble de préoccupations relevées au niveau de nos populations. Expérience Témé, vous êtes le président d'un parti d'opposition. Quand vous jetez un regard, je vais dire panoramique, sur l'ensemble des lois qui sont votées par la 8e législature, avez-vous l'impression de ce que les représentants du peuple défendent réellement les aspirations de ces populations qu'ils représentent au sein du Parlement? Oui, mais
comment peuvent-ils défendre les aspirations de ce peuple s'ils sont nommés par le pouvoir en place? Est-ce que c'est pas trop facile de parler en termes de nomination? Non, le processus a conduit à leur nomination. Donc, à partir de ce moment, ils sont dans une posture de redevabilité envers celui qui les a choisis, celui qui les a nommés, celui qui les a désignés, si vous voulez. Si vous ne voulez pas nommer, bon, bien désigner. Puisque c'est vous qui le dites. Je voudrais une fois en passant noter une contradiction majeure dans l'intervention de ma soeur tout à l'heure. Si elle trouve que la 8e, en jetant un regard sur le travail de cette législature qui s'achève, cette mandature qui s'achève, qu'il y a eu des lois pour l'ensemble difficiles, que le peuple trouve difficile, parce qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Je ne comprends pas pourquoi l'aboutissement serait des lois très sociales. Je sais que je comprends par là qu'ils reconnaissent avec nous que le coup de force ayant conduit à installer les 83, devenus 82, qui viennent d'achever leur mission, a été pensé à dessein pour pouvoir faire passer, ou du moins, comme elle a dit, entériner la réforme du système partisan, très critiquée, peu partagée et voulue uniquement par le président de la République. C'est à ce dessein qu'on les a installés et pour être le prolongement de ce que le pouvoir veut faire du pays. Bon, ces 82 hommes qui sont attelés tout le temps à répondre à ce que veut le chef de l'État. Paulin Akpona, vous autres, vous êtes un soutien du chef de l'État, Patrice Talon. Vous avez suivi le président du parti MPL qui estime que les députés qui comptent au sein de la 8e législature au Parlement sont des députés qui sont nommés. Il a même employé un autre qualificatif. Il a parlé en termes de désignation. Je vous remercie d'entrer de m'avoir invité sur ce plateau. Il y a un moment que je rêve de rencontrer mon jeune frère sur un plateau du champ. Je crois que c'est le moment rêvé qui se réalise. Ça va donc être un débat houleux? Un débat de frères, plutôt. Et je vois qu'il y a beaucoup à lui apprendre, effectivement. Quand j'entends parler de députés nommés ou députés désignés, je crois que dans le monde entier, aucun président de la République ne souhaiterait avoir une Assemblée nationale qui ne lui est pas majoritaire. Aucun. Tous les pouvoirs se battent pour avoir la majorité qualifiée au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Sauf que dans ce cas, c'est au bout d'une élection inclusive. Au niveau de l'Assemblée nationale, pourquoi? Au bout d'une élection inclusive. passer facilement ces lois. Parce qu'il a été élu sur la base d'un programme qui ne saurait réaliser sans la caution de l'Assemblée nationale qui représente le peuple. Donc il faut impérativement que tout pouvoir, s'il est sérieux et qu'il détient un programme de société, je dis bien un programme de société, comme celui du président Patrice Talon, le programme d'action du gouvernement, il lui est impératif d'avoir la majorité à l'Assemblée, quelles que soient les circonstances. Et c'est ce qui s'est passé en 2019. Il est vrai qu'on est allé aux élections dans des conditions très difficiles, parce qu'il y a eu cette réforme du système partisan dont les exigences étaient contraignantes pour certains partis qui n'avaient pas cette nouvelle culture de politique. C'est vrai, c'est nouveau aussi, mais cela s'est imposé à tous les partis politiques. Vous avez vu l'UP dans le temps et le BR ont pu répondre aux exigences de cette loi et obtenir leur récépissé pour aller aux élections. Ça n'a pas été le cas des autres, qui ont fait preuve de mauvaise foi, de façon flagrante. Et au-delà, l'année qui a suivi, on est allé aux élections communales. Mais l'opposition, les FCBE, que je salue ici au passage, ont tout fait pour se mettre à jour et pouvoir participer à cette élection. C'est la preuve que personne n'a été exclu des élections au Bénin depuis que le président Patrice Talon est au pouvoir, mais qu'il y a une frange de la population, d'acteurs politiques, qui se sont montrés incapables
de répondre aux exigences de la loi. Quant à la 8e législature qui prend fin, je dis que cette législature prend fin avec une grande fierté et moi, c'est un sentiment de satisfaction parce que, contrairement à ce que tout le monde dit, c'est tout comme si ce sont des lois politiques uniquement qui ont été adoptées par ce Parlement. Il y a aussi des lois de finances, sans lesquelles on ne saurait faire des additions d'eau à nos populations. Il serait impossible de faire l'extension d'électricité. Il ne serait pas possible de construire des hôpitaux. Il ne serait même pas possible de payer des salaires. Parce que le chef de l'État a besoin de ces lois pour pouvoir exécuter les budgets adoptés au niveau des parlements. Bravo à ces députés, parce qu'aujourd'hui, le programme d'action du gouvernement, on n'a plus besoin de faire son bilan. Tout est clair, le Béninois voit que Cotonou est devenu de plus en plus beau. Parakou, Jardy, abandonné à son sort, est devenu aujourd'hui une grande ville enviée et enviable. Quand vous regardez autour de vous, aujourd'hui au Bénin, tout le monde est d'accord que l'infrastructure de base nécessaire à la relance économique a été faite, entièrement construite et l'environnement des affaires a été assaini. C'est pour cela que le président de la République, après sa réélection, sur la base de son résultat et du programme de société qu'il a présenté en 2021, a parlé du hautement social. Aujourd'hui, le hautement social est devenu du concret à travers la zone économique spéciale de Glodjigbe, à travers également la révalorisation des salaires et des sous-salaires qui ont été accordés en plus aux travailleurs. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Les opportunités d'emploi aux jeunes, j'ai entendu parler ici par exemple de la loi sur l'embauche qui a été mal interprétée, mal compris par le candidat, le représentant de l'aide démocrate qui était ici. Oui. Malheureusement, je n'étais pas sur le plateau, mais je vais quand même dire un mot là-dessus. La loi sur les embauches est une loi qui rend flexible le marché du travail. Il ne faut pas penser que nous sommes dans une république où l'État continue d'être providentiel. C'est le secteur privé. À quoi donnez-vous cette flexibilité? Voilà, c'est le secteur privé qui donne de l'emploi. Aujourd'hui, les investisseurs sont réticents avec l'ancienne loi parce qu'elle est contraignante. Vous êtes obligé de maintenir un travailleur qui n'est pas performant parce que vous craignez les conséquences liées au droit à ne pas en finir qu'on peut lui payer. Cette loi est venue redonner confiance à l'investisseur et lui donner la possibilité d'embaucher et de débaucher à tout moment selon la performance du travailleur. Et qu'est-ce que cela a comme intérêt? C'est de donner du travail à ceux qui effectivement ont la qualification de travailler. Un travailleur qui veut se maintenir, qui veut maintenir son emploi, est obligé d'être performant. Et c'est les performances individuelles prises ensemble qui donnent la performance à l'entreprise. Et c'est quand l'entreprise est performante qu'elle réalise des bénéfices et qu'elle a la possibilité de se développer et de créer davantage de l'emploi. Le gouvernement du président Patrice Talon a bien compris cela, qu'aujourd'hui, sa politique de création d'emplois et de développement économique est basée sur les entreprises et dirigée par le secteur privé. Alors, Expérience TV, pour rester dans le fil de ce bilan, du bilan de cette mandature, le discours du chef de l'État sur l'état de la nation est également intervenu hier et je crois est resté dans la même optique, si je puis le dire ainsi. Quelle est votre appréciation à vous de ce discours, puisque nous supposons que vous l'avez suivi comme tout bon Béninois? Oui, comme tous les Béninois, nous avons suivi également avec intérêt l'adresse du chef de l'État sur son bilan, sur l'état de la nation. Et une fois encore, comme tous les citoyens, nous avons constaté que le chef de l'État est resté sur la même ligne depuis 2016 et se complaît dans une satisfaction indescriptible ou montrer qu'il a réalisé des prouesses inédites dans le pays. Il a fait ce que personne n'a pu faire au Bénin et je crois que c'est ça que répète aussi sans cesse ses soutiens. Je pense que nous devrons aller un peu plus loin. Le chef de l'État aurait pu aller plus loin et nous dire ce qu'il a fait des libertés publiques, ce qu'il a fait au-delà de... Oui, certes,
Et dans le bilan, on voit des efforts faits, les salaires améliorés, tout ça, c'est pas mal. Mais on peut faire mieux, on peut bien faire mieux quand les retraités se retrouvent à 3%, c'est-à-dire 2000, au bout du rouleau, 2600 ou 2400 pour ceux qui sont à 100 000. Je pense que, par exemple, cette couche de travailleurs qui ont servi le pays 30 ans, 35 ans durant, mérite un peu mieux. Et donc, il peut faire mieux. Mais au-delà de ça, il aurait pu nous dire aussi que, en dépit de tous ces efforts, il y a des localités qui n'ont pas encore l'eau dans le pays. Chez moi, chez moi, Tchéti, nous n'avons pas encore l'eau. C'est une réalité également. Il peut, oui. Il aurait pu aussi nous dire que, et jusque-là, malgré sa volonté de vendre l'électricité à la Chine, que dans la capitale, nous avons encore des coupures intempestives à longue durée qui bloquent même des PME à fonctionner. Il aurait pu nous dire aussi que le coût de l'électricité n'est toujours pas encore abordable pour le citoyen moyen. Nous dire que le RAMU, qui va entrer dans sa phase active, on peut faire un peu plus d'efforts pour l'étendre à beaucoup plus de pathologies, que ce soit toutes les maladies que cela prenne en compte, etc. Nous dire à défaut de revenir sur les lois liberticides, nous dire au moins les perspectives pour 2023, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour que les Béninois se sentent plus à l'aise chez eux, qu'il y ait moins de personnes en exil, que tout le monde se sente bien chez eux. Et voilà, je pense que le chef de l'État aurait aussi pu nous parler de tout ça, de ce qu'ils ont pris comme disposition pour que désormais, le défaut, la coupure de courant ne tue plus nos parents au CNHU, et qu'il y ait moins de coupures de façon globale, voilà, et que bon, le beau paysage derrière la présidence soit étendu jusqu'à mon village, et qu'on voit que bon, voilà, tout le Bénin est devenu plus beau, que ce ne soit pas seulement localisé derrière la présidence ou à côté. Non, oui, de façon globale, les Béninois sont restés sur leur faim, et ben voilà. Je m'en arrête là. Puisque vous évoquez l'accessibilité à l'eau potable chez vous, je pense que je vais réclamer la parole. C'est sûr, c'est sûr. Non, c'est sûr. Madame Oui. Dimadja, elle vous sera donnée. Expérience TV, vous avez évoqué l'accessibilité à l'eau potable chez vous. Je suis certain que vous avez suivi la déclaration du président Patrice Talon face aux investisseurs français. Le chef de l'État est allé vanter les mérites du Bénin. À cette occasion, il a d'ailleurs invité les investisseurs français à venir s'installer au Bénin. À cette occasion également, il a présenté le Bénin comme l'oasis en Afrique. Seriez-vous de ce courant de pensée qui estime que le chef de l'État est en train d'exprimer une prétention trop démesurée? Non, je ne dirais pas prétention. Moi, je ne vais pas qualifier ça de démesuré, mais de prétention, comment je vais dire, il est dans son rôle d'aller vanter les mérites du travail qu'il fait, de son pays, sauf que, en face, est-ce qu'il est entendu? Depuis lors, combien d'investisseurs sont venus? Bon, je ne suis pas encore informé. Je ne suis pas encore informé. Peut-être que ma soeur va m'en parler maintenant, je ne suis pas encore informé, mais et au-delà de tout ça, ce que nous devons noter, c'est que les belles paroles sont à côté et la réalité est que le peuple croupit encore sous une paupérisation continue et que la revalorisation des salaires annoncée depuis des lunes soit intervenue finalement à quelques heures de la fin de l'année. C'est une bonne chose, mais qu'on attend tous de le voir effectivement réalisé comme il a dit à la fin de ce mois, et que les efforts, soit les annonces se traduisent par la concrétisation vraiment de ces intentions, et que le peuple vive moins. La cherté de la vie, qu'il a reconnu d'ailleurs dans son discours hier, étant un problème régional ou mondial d'ailleurs, qu'est-ce que nous, au Bénin ici, qu'est-ce que le gouvernement a fait concrètement pour alléger la souffrance des efforts de l'ordre de 100 milliards, je crois, bien si je ne me trompe, ou 80, ont été faits pour alléger les taxes et accompagner. Mais savez-vous,
allez demander aux femmes au marché. Nous, on a fait le tour des marchés du Bénin et on continue. Allez demander ce qui se passe dans la réalité. Les gens souffrent encore. Les gens souffrent énormément et il serait bien que, même si ces élus qui sont en train d'achever leur mandat, même s'ils ont été désignés, quelle que soit la forme que ma soeur voudra que je désigne, comment le processus, ou non, ou du moins mon frère, que je désigne le processus qui a conduit à la désignation, quelle que soit la forme, il serait bien qu'ils se sentent béninois, compatissent davantage à la douleur de ce peuple et fassent des propositions meilleures à celui qui les a désignés pour faire ce travail. Qu'ils ne se résolvent pas uniquement à accompagner les volontés du chef, de forcer comment je vais dire, de forcer les pas au peuple, à la classe politique, pour faire asseoir une réforme qui tend à museler les politiques, à museler le citoyen, qui ne pourra plus s'exprimer et dire réellement ce qu'il ressent dans le pays. Annick Djimadja, vous avez certainement suivi l'expérience Tébé. Il a parlé de paupérisation, il a parlé de musellement des populations. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces propos, vous qui soutenez les actions du chef de l'État, Patrice Talon? J'ai surtout retenu que c'est un camarade, c'est un camarade quand même, le camarade quand même. Le camarade de Tébé n'a pas du tout reconnu les efforts qui sont faits dans notre pays depuis un certain temps. La question de développement n'est pas seulement, c'est pas une question de mouvance ou de l'opposition. Et dire qu'aujourd'hui, depuis 2016, tout ce qui est fait est à jeter dans la poubelle, je pense que ce n'est pas sain. Vous me laissez terminer parce que je vous ai écouté religieusement. Je reconnais les belles fleurs. Je voudrais me réjouir aujourd'hui de vous voir sur ce plateau. Pourquoi vous n'êtes pas en exil? C'est vrai. Pourquoi vous n'êtes pas en exil? Je me réjouis aujourd'hui de savoir que tout le monde n'est pas en votre exil. parti est en liste pour la députation. C'est vrai. De quoi vous me parlez? Vous êtes en train de parler d'une situation dont vous bénéficiez. La réforme du système partisan, on va même pas mettre ça à l'actif de la 8e législature, je suis désolée. La question de la réforme du système partisan a commencé depuis la 7e législature. Et c'est parce que tous les acteurs politiques ont convenu du fait qu'on ne peut pas continuer à avoir 200, 300 partis pour ce petit pays, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur le développement. Et lorsque nous nous sommes engagés dans cette réforme du système partisan, qui peut paraître, dont les conditions de mise en œuvre peuvent paraître contraignantes, vous auriez pu, comme tous les grands partis qui ont accepté de se fondre, qui ont accepté de laisser leur identité pour se mettre ensemble, parce que les conditions de mise en œuvre l'exigeaient. Vous n'aviez pas pu. Il faut reconnaître que c'est votre insuffisance, c'est votre malorganisation qui ont fait que vous n'aviez pas pu participer à cette législative de 2019. Aujourd'hui que vous êtes conformé normalement, et je vous félicite pour cet effort que vous avez fait, vous êtes en lice. Donc ne me dites pas que cette réforme était taillée juste pour aller entre griffes désigner des députés. En tant qu'acteur politique, il faut éviter de sortir certains thèmes. Ce n'est pas sain. Nous sommes dans un débat politique et il faut reconnaître les efforts qui sont faits. Moi, je pense que la question qu'on devrait se poser, depuis 2016, le Bénin s'est engagé dans un certain nombre de réformes. Et nous avons vu, c'est palpable, nous avons vu des efforts qui sont faits dans presque tous les domaines. Aujourd'hui, c'est avec plaisir et avec gaieté, sérénité que nous nous promenons dans nos villes. Ce n'est pas seulement à Cotonou. La loi sur la réforme du secteur de la décentralisation, ce sont des lois qui sont bénéfiques au peuple béninois. Les lois sur
basées sur la violence du genre. Ce sont des lois qui sont bénéfiques pour les Béninois. C'est justement grâce à un certain nombre, enfin ces lois, qu'aujourd'hui on peut espérer avoir au moins 24 femmes à l'Assemblée nationale. Il y a un certain nombre de lois qui ont été votées. Quand on parle de la loi de l'embauche, le camarade de l'autre parti, nous sommes en politique, je ne voudrais pas faire de la publicité, même si nous sommes tous mouvanciers, a expliqué un peu les avantages. Ce n'est pas, quand on parle de la loi de l'embauche, c'est une loi essentiellement sociale. Annick Djimandja, j'ai presque envie de vous demander la même aisance, la même fierté avec laquelle vous abordez les lois sur la décentralisation, seriez-vous capable d'exprimer cette même fierté pour aborder la loi sur l'embauche, la loi sur l'interruption volontaire des grossesses, par exemple? Je suis très à l'aise et j'étais en train de parler justement de la loi de l'embauche. Et je vous dis que la loi de l'embauche est une loi très sociale. Lorsque vous regardez la mise en œuvre de l'ancienne loi sur l'embauche, vous recrutez, moi je suis dans le secteur privé, je suis promotrice d'une agence de communication et donc j'ai des employés. Lorsque vous recrutez, au bout d'un certain temps, on vous impose de mettre votre employé sous un contrat à durée indéterminée, quel que soit son niveau de performance. Et dans le même temps, lorsque vous recrutez et que la personne a un contrat à durée indéterminée, ceux qui sont dehors, ils font comment? Parce que l'entreprise ne peut pas recruter tout le monde. Mais cette nouvelle loi donne une certaine flexibilité où l'employeur a la possibilité, je dis bien l'employeur a la possibilité soit de garder son employé sous un contrat à durée indéterminée, mais également à durée déterminée. D'accord? Et vous avez tous des frères ou des amis qui font le stage. Il y a des gens qui sont, dès qu'ils sortent de l'université, sont devenus des professionnels en matière de stage. Vous allez dans toutes les banques, il n'y a que des stagiaires, personne ne veut recruter. Mais avec cette nouvelle loi, vous avez la possibilité de recruter, ne serait-ce que pour 6 mois, ne serait-ce que pour 1 an, ne serait-ce que pour 2 ans. Et vous donnez la possibilité à d'autres personnes de venir faire une autre expérience professionnelle. C'est ça qu'il faut retenir. Est-ce que nous devons continuer à vouloir recruter des gens sous un contrat indéterminé pendant que d'autres sont derrière la porte, puisque nous sommes tous ici, je vais un peu schématiser, nous sommes tous ici, nous sommes en entreprise. Et derrière cette porte, il y a des milliers de jeunes qui sont des diplômés, qui attendent. Mais parce que j'ai déjà 2 ou 3 employés à durée indéterminée et qu'ils ne sont même pas productifs, je ne peux pas les licencier aussi facilement. Alors que j'ai la possibilité de faire venir d'autres personnes qui seront peut-être plus performants et plus productifs et qui vont m'apporter ce que je veux. Donc, quand on prend la moyenne, que ça soit l'employeur, que ça soit l'employé, cette loi est une juste mesure et je pense qu'il faut la promouvoir. Nous aurons certainement, j'allais dire, l'occasion d'y revenir peut-être l'année prochaine. Anita Marcos, nous parlons maintenant des législatives de 2023. Oui, puisqu'on est en train de, M. Paulet-Aponan, puisqu'on est en train de parler du bilan de la 8e législature et que nous allons tout doucement vers la date fatidique du 8 janvier, qu'avez-vous à dire par rapport à cette question de quitus fiscal qui a quand même secoué pas mal de partis quant à leur participation aux élections? Merci beaucoup. Vous abordez là une question qui me désole complètement. Complètement parce qu'il s'est passé dans ce pays un traitement de privilégié en faveur d'un parti de l'opposition, les démocrates. Ont été traités comme si eux, ils ne sont pas des Béninois. Dans mon parti, par exemple, le Bloc républicain, tous ceux qui avaient déposé un dossier sans le quitus fiscal ont été systématiquement rejetés. Leur dossier a été systématiquement rejeté, avant même l'élaboration de la liste. Pourquoi? Pour empêcher qu'on amène au niveau de la Sénat des listes qui peuvent créer des problèmes au parti. Ça veut dire qu'il y a eu un travail préliminaire. Sérieux, ce n'est pas pour rien que nous avons eu du coup
le récépissé définitif, sans observation. Rien n'a été reproché au dossier du Bloc républicain. Par contre, pour les amis d'en face, les démocrates, pour une fois qu'ils ont fait des efforts pour pouvoir participer aux élections, ont déposé des dossiers dans lesquels il n'y avait pas de quitus fiscaux. Et puis, voilà la polémique, puisqu'il fallait coûte que coûte démontrer que le président Patrice Talon est antidémocrate. Sous le règne de Patrice Talon, il y a exclusion aux élections. Ils ont exprès déposé un dossier incomplet, sachant très bien que une absence de quitus fiscal dans un dossier d'un seul candidat entraînerait systématiquement le rejet de l'ensemble des dossiers déposés pour le compte du parti. Et on en était là quand la Cour constitutionnelle a pris cette décision que moi je dénonce, que je ne partage pas du tout. Je peux même vous dire que je suis très révolté pourquoi par rapport à cette décision. Pourquoi êtes-vous révolté? Parce qu'on a autorisé. Du parti Les Non, pas Démocrates? du tout, je vais en venir. On a autorisé à un parti de déposer son dossier dans l'illégalité totale. Parce que des gens ont été empêchés d'être candidats au niveau du Bloc républicain, qui étaient des militants importants pour le parti, qui pouvaient aider le parti à gagner les élections dans leur région. Mais faute de quitus fiscal, ils n'ont pas été positionnés. Pourquoi on aurait permis à d'autres hors délai de venir déposer des dossiers en ayant la possibilité de remplacer des candidats qui n'étaient pas à jour? Et là, on va me parler d'un régime antidémocratique. Mais aucun parti de l'opposition n'est sorti pour féliciter le gouvernement actuel pour ne s'être pas mêlé du tout. Je ne vous arrange pas la parole. Voilà. Mais puisque nous avons le privilège d'avoir sur ce plateau Expérience TV qui représente le parti MPL, qui va répondre tout à l'heure. MPL a déposé son dossier normalement. J'ai envie de dire un mot. Normalement. On va d'abord laisser. Mais ce qui s'est passé avec les démocrates, pour moi, c'est inadmissible. Mais ils sont là aujourd'hui. C'est même une très bonne chose parce qu'on a passé le temps à habiller le fétiche. Ils sont là grâce à nous. Oui, vous l'affirmez de façon péremptoire. Ils sont là grâce à nous parce qu'on ne les a pas combattus. Moi, je ne dis pas ça. Moi, je ne dis pas ça. Mais je dis que c'est important. Je dis que c'est important que les démocrates aillent aux élections enfin pour qu'on cesse d'habiller le fétiche, voilà, parce que de lui donner la parole. J'allais demander s'il n'avait pas... Les élections auront lieu et on verra. S'il n'avait pas été retenu, quelle aurait été l'opinion générale alors? Bon, parce que là, vous n'êtes pas... Voilà. Est-ce que si je reste dans votre contexte, ce n'est pas un mal pour un bien, quelque part? Parce que ça va permettre enfin que chacun puisse effectivement participer aux élections tant attendues. C'est le lot de consolation. Vous avez déploré l'absence de laurier que les partis d'opposition auraient pu adresser au pouvoir quant à la participation du parti Les Démocrates. Nous avons sur ce plateau... Je parle de la TT juste, hein. Je parle de laurier. Puisque Expérience Québec, il est là, il représente le parti MPL, il en est d'ailleurs le président, nous allons l'écouter. Non, merci M. Paul. Je crois que pour une fois, je suis d'accord avec ma collègue et également mon aîné qui disait tout à l'heure qu'il avait des choses à m'apprendre. J'avais peur que ce soit les techniques d'exclusion, mais là, je suis d'accord avec lui. Ça, sauf que il aurait pu du moins aller un peu plus loin pour nous dire que c'est ce contexte d'arrangement qu'on a noté entre eux et nos amis les démocrates est intervenu dans un contexte particulier où on a vu un peu plus tôt le président d'honneur d'un parti s'entendre, du moins se réconcilier avec le président de la République, et que c'est une bonne chose pour la paix, c'est une bonne chose, et que peu après, on va dans le processus électoral et on crée, comme lui-même l'a bien dit, un arrangement particulier pour ce parti-là qui, comme il l'a dit, semble exprès avoir laissé des gens qui n'ont pas obtenu tout leur quitus dedans. On crée un arrangement particulier, comme il l'a dit. Pourquoi parlez-vous en termes pas finir. Oui, c'est un arrangement, je l'ai dit, c'est un arrangement. Et on part maintenant on demande d'enlever les 4 qui n'ont pas le quitus. On profite pour refaire la liste, pour sortir une quarantaine de personnes. Hein,
Et maintenant, que eux, maintenant, vont placer des gens qu'ils veulent sur la liste des autres. C'est ce qu'ils ont fait, il faut qu'ils reconnaissent ça. Et il faut qu'ils disent ça au peuple un jour que... Oui, je l'affirme d'emblée. Qu'ils sont allés faire un arrangement pour que, au niveau de la mouvance, ils puissent placer des gens sur leur liste. Sinon, dites-moi, 4 personnes n'ont pas le quitus. On dit de remplacer. Pourquoi ça est devenu 40 personnes? Dites-moi. C'est pourquoi? Vous voyez quoi? Non, il ne faut pas... Oui, bon, ils ne le reconnaîtront peut-être pas, mais c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait, c'est à ce prix qu'on laisse passer ça pour qu'ils aillent compétir. Bon, mais nous, ça ne nous dérange pas. Si c'est à ce prix qu'on aura la paix, si c'est à ce prix qu'on va faire élire des députés de la mouvance sur les partis de l'opposition pour qu'ils se retrouvent après, allez, que le pays avance. Madame Annick Ndimaja, je vous sens impatient de prendre la parole. On va revenir à M. Akpona. Oui. Je voudrais dire aux camarades à côté de moi qu'il fait des déclarations assez graves. En tout cas, pour l'UP, pour ma part, pour l'Union progressiste Le Renouveau, l'UP ne saurait cautionner quelques initiatives venant du parti dont vous parlez. L'UP, comme tous les autres partis, s'est conformé jusqu'à avoir son récépissé. Alors, si un parti, au bout de ses efforts, s'est retrouvé dans des difficultés et que la Cour constitutionnelle, qui est quand même le dernier recours et qui a donné sa validation, il ne nous revient pas, en tant que parti politique, de remettre en cause. Mais il me semble que ce n'est pas la position de M. Akpona. Je suis en train de parler de l'Union progressiste Le Renouveau. Vous souffrez que je ne... Je le dis parce que l'autre bras armé que nous connaissons comme soutien du président Patrice Talon, à part l'Union progressiste Le Renouveau, c'est bien évidemment le bloc républicain. Mais moi, je suis ici pour l'Union progressiste Le Renouveau. Il aura son temps de parole pour parler du bloc républicain. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà de ces jeux, parce que ce sont des jeux électoraux, nous sommes en politique, au-delà de ces jeux, la question fondamentale, la question de l'incivisme fiscal, c'est ça qu'il faut traiter. Parce qu'on ne peut pas vouloir représenter un peuple et ne pas être en règle vis-à-vis du fisc. C'est déjà ça, nous n'avons pas la culture nous n'avons pas de l'acquittement de nos impôts. Et ça, nous n'avons pas de pétrole au Bénin. Nous n'avons pas autre chose que les impôts que nous payons. Et vous et moi, nous payons des impôts. Lorsque nous allons acheter au marché, on nous prélève des impôts. Quel que soit ce que nous faisons, on nous prélève des impôts. Et des hommes qui se lèvent et qui pensent qu'ils peuvent représenter le peuple, pensent qu'eux, ils ne doivent pas ils ne doivent pas payer les impôts. C'est ça qui est grave. Mais si le directeur des impôts était sur le plateau tout à l'heure et il nous a dit que de plus en plus, les Béninois payaient leurs impôts et que c'était majoritairement les Béninois. Mais comment se fait-il que des gens qui aspirent quand même à ce genre de... C'est le problème que je suis en train de poser. Les Béninois payent de plus en plus. Il faut reconnaître que beaucoup d'efforts sont faits. Mais la question de l'incivisme fiscal demeure d'actualité. Et encore plus au niveau des partis politiques, au niveau de ceux qui aspirent à représenter le peuple. Et c'est là le débat. Au-delà des partis politiques, au-delà des intérêts politiques qu'on peut soulever, il y a une question majeure qui est celle de l'incivisme fiscal. Et il faut y trouver une solution. Il y a un angle du débat qu'on a ouvert et je sens qu'il est important que M. Akpona se prononce dessus quant à la participation des démocrates au scrutin du 8 janvier 2023. Vous avez parlé en termes de jeu politique. Monsieur Tébé a parlé en termes d'arrangement. Je n'ai ni parlé de jeu politique ni d'arrangement politique. Ce sont les expressions de mon jeune frère Tébé. Mais ce que je disais, je dénonce. Je dis, si c'était un parti de la mouvance, si c'est un parti de la mouvance qu'il avait été permis par la Cour constitutionnelle, soi-disant sous ordre de Patrice Talon, les mêmes partis de l'opposition auraient fait une grande sortie pour dire voilà, la démocratie est en péril. Il n'y a plus de séparation du pouvoir. Mais aujourd'hui, les démocrates ont bénéficié d'une décision
prises par la Cour constitutionnelle, cette Cour constitutionnelle aux ordres, à leur profit, aucun parti de l'opposition ne s'est prononcé pour dire enfin, Patrice Talon est devenu démocrate. Ça, c'est la première des choses que je dénonce, au nom de mon parti. Maintenant, en mon nom personnel, je dis, je ne peux pas contester, personne ne peut contester la décision de la Cour, c'est un dernier ressort. Mais je ne suis pas d'accord avec. Ma position personnelle, c'est que les démocrates ont été traités en privilégiés de la République. Et je ne trouve pas ça du tout normal. On a l'impression que vous le dites parce que vous êtes candidat. Non, pas du tout. Quant à la question, parce que les démocrates m'empêcheraient de faire quoi en tant que candidat? On a l'impression, c'est l'impression que nous avons. On va y revenir. Quant à la question du quitus fiscal, ils ont commencé par agiter que les opposants ont été ciblés pour ne pas obtenir leurs quitus fiscaux. C'est faux. Je suis expert comptable de profession. J'ai déjà exercé pendant près de 20 ans avant que le président Patrice Talon ne m'appelle à la charge. Ensuite, j'ai eu également plus de 20 ans de collaboration avec la Direction générale des impôts. Troisièmement, le directeur général des impôts est un ami personnel. Et quand il était question de prendre les quitus fiscaux, mon quitus fiscal, j'ai dû répondre 3 fois à l'appel de la Direction générale des impôts. Premièrement. Malgré vos liens d'amitié. Malgré tout. Premièrement, on m'a appelé parce que mon cabinet, dont j'étais le gérant, aurait des arriérés d'impôts à payer. J'ai dit, je ne suis plus gérant du cabinet. Parce que quand je devais répondre à l'appel à la fonction publique, j'ai d'abord cédé mes actions à un autre gérant qui s'en est occupé et donc je ne suis plus concerné. Ensuite, il y a une société dans laquelle j'étais président du conseil d'administration. Là-bas aussi, j'avais déposé ma démission. Ils m'ont appelé aussi pour ça. Et enfin, j'ai commis la plus grosse bêtise de ma vie, c'est d'appeler mon ami pour dire, mais écoute, je n'ai pas mon quitus fiscal. Il dit, mon frère Akona, tu attends comme tout le monde, dès que ce sera prêt, il y aura un message qui va te parvenir et sur la base de ce message, tu iras retirer ton quitus fiscal. Ça a été le traitement pour tout le monde, sans exception, pour tout le monde. Enfin, je voudrais dire à mon frère Tébé, qui voudrait que les fleurs de derrière la présidence de la République se retrouvent à Tchéti. Oui. Je voudrais lui rappeler que pendant longtemps, la voie qui quitte Dassa pour Savalou était dans un état de dégradation indescriptible. Pendant ce temps, un fils de la localité a été ministre de la Communication, ensuite ministre d'État, chargé des Finances, et que cette voie est restée dans cet état. Et la voie qui quitte Savalou pour Banté, sa ville natale, est restée dans un état où tu es obligé de rouler à 20 à l'heure. C'est sous le régime du président Patrice Talon que toutes ces infrastructures ont été réalisées. À Tchéti, on devra patienter un peu. Il y aura addition d'eau puisque le projet est en cours. Il y aura addition d'eau puisqu'il est prévu par le programme du président Patrice Talon de faire une couverture globale sur l'étendue du territoire national en addition d'eau. Oui. Donc, patientez. On va venir également mettre des fleurs à Tchéti autour de la mairie en attendant. Voilà. Et même devant ma maison. On aurait bien aimé poursuivre le débat. Que tout le pays est beau. Oui. On aurait bien aimé poursuivre le débat dans cette direction, mais il nous faudra aborder la question des attaques terroristes que le Bénin a enregistrées ces derniers mois. Vous avez suivi l'opération de don de matériel de guerre, je vais le dire comme ça, en griffe, que la France a accordé au Bénin. Vous qui ne participez pas, ou vous qui n'êtes pas d'accord, je vais le dire comme ça, avec le mode de fonctionnement, la gouvernance qui est installée à la tête du Bénin, comment avez-vous reçu tout ceci? Oui, je pense que c'est ce phénomène de djihadisme qui progressivement est venu à nos portes, ou du moins pénétrer nos territoires, est très regrettable et le gouvernement a fait des efforts, certes, 80 milliards même investis pour le matériel, mais il faut noter que ces efforts ne sont pas encore à la taille de la menace qui pèse sur les citoyens béninois. Et on devrait aller beaucoup plus loin
au-delà de l'acquisition de matériel de guerre ou tout ce que vous voulez pour les forces de défense et de sécurité, chercher à aller au-delà de ça pour régler le problème. C'est-à-dire que lorsque les citoyens ne sont pas en bonne communication avec ceux chargés de leur sécurité, je pense qu'on ne pourra pas cerner avec, dans tous les contours de ce péril qui nous guette. Il serait bien qu'on fasse davantage d'efforts à associer les citoyens, même les Béninois, à cette question. Et pour ce faire, il faut que le gouvernement lui-même essaye de renouer ses liens avec ses citoyens, avec ses services, pour que tout le monde puisse être... Et par quelle manière ça va se faire? Mais c'est à eux de le faire. C'est eux qui sont désignés. Peut-être législative, peut-être 2023, où vous allez envoyer de vos militants à l'Assemblée nationale. Peut-être ce sera l'occasion. C'est mon souhait parce que c'est nous tous qui sommes exposés à tout moment au péril. Et il serait bien qu'ensemble, nous trouvions des solutions pour endiguer le phénomène qui, malheureusement, a commencé par nous gangréner, par nous menacer davantage. Je trouve que des efforts sont faits. Oui, on a acheté 80 milliards d'équipements, mais ce n'est pas suffisant pour endiguer la propagation du phénomène. Et ça, je pense qu'ils devront réfléchir davantage, trouver les moyens d'associer, que la police soit vraiment une police de proximité avec les citoyens qui s'investissent pour que nous puissions cerner très tôt ce malheureux phénomène. Alors, M. Akono, quand de loin, à la télé ou à la radio, on apprend qu'il y a eu des attaques aux frontières et tout, le ressenti est bien différent de quand on est en plein travail sur le terrain et que des forces de l'ordre viennent vous dire qu'à 10 minutes de vous, des attaques djihadistes sont possibles. Alors, est-ce que vous pensez que, mis à part le don de matériel, pour aller à la défensive, mis à part ça, est-ce que vous pensez que notre armée est capable de relever ce défi-là, c'est-à-dire de sécuriser quand même autant que possible les frontières, malgré le fait qu'ils arrivent quand même à percer de plus en plus Bien entendu, on va y arriver. C'est un phénomène qui prend tout le monde de coup. Et notre armée est une armée républicaine qui était déjà dans son rôle de sécurisation du territoire national. Et vous voyez, mon frère Tébé, je le remercie pour cette honnêteté. Il vient de reconnaître que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts en injectant déjà plus de 80 milliards dans le renforcement. Peut-être le détail qu'il faut ajouter, c'est que ce n'est pas seulement destiné aux équipements, mais c'est aussi la formation et la communication autour de cette lutte contre le terrorisme. Et j'ai bon espoir que, avec le renforcement des capacités de notre armée nationale et les partenariats qui se nouent avec les autres armées plus équipées et plus aptes à faire cette guerre que nous, donnera forcément un résultat dans des brefs délais, je dis à moyen terme. Annick Djimadja, nous allons vous écouter sur la question. Je pense très rapidement, puisque nous sommes tenus par le temps. Aujourd'hui, nous sommes heureusement, nous sommes d'accord sur cette question, qui est une question de sécurité. Et quand on parle de sécurité, on parle de paix. Et s'il y a quelque chose que nous devons tous privilégier dans notre pays, c'est la paix. Nous avons la chance, parce que ça, il faut le reconnaître. Quand vous observez tout ce qui se passe autour de nous, ça crépite d'un peu partout. C'est vrai que les djihadistes sont à notre porte, mais nous ne vivons pas encore, et j'espère que nous n'allons pas le vivre. Plaise au ciel, nous n'allons pas le vivre. Nous ne vivons pas encore cette peur, la situation aussi critique que les autres pays sont en train de vivre. Parce que nous avons un gouvernement qui anticipe. Nous avons un gouvernement qui met les moyens. Nous avons un gouvernement qui est soucieux de la sécurité de ses citoyens et qui est soucieux de la paix. Et beaucoup de choses sont faites dans cette dynamique. Et je suis heureuse, pour une fois, d'entendre Monsieur Tébé reconnaître, mais je pensais qu'il irait plus loin en nous proposant des solutions. Mais je suis restée un peu sur ma faim. Je pense que ce qui est fait est déjà assez louable et nous devons
encourager le gouvernement dans ce sens et dire aussi que la question de la sécurité n'est pas seulement imputable au gouvernement, même si c'est dans son rôle régalien, mais c'est aussi une question qui intéresse tous les citoyens et nous devons tous contribuer à la résolution de cette question. Annick Dimadja, merci d'avoir participé à ce plateau. Je rappelle que vous êtes la secrétaire permanente à la communication de l'Union progressiste Le Renouveau. Vous étiez en plateau avec Espérance Tebet, président du Mouvement populaire de libération. Troisième invité sur ce plateau, Paulin Akolan, membre fondateur du parti Bloc républicain. Merci à vous. Merci d'avoir participé à cette émission. Anita Marcos, merci. Restez connectés. Kaléidoscope se poursuit.